Un stade plein à craquer, des pilotes extraordinaires, le Supercross rassemble de plus en plus de monde. Pourquoi un tel phénomène? Qui sont ces motards hors normes, plein phare? Une bête de piste tout droit inspirée par la Formule 1. La Lotus LF1 est une série exclusive construite à seulement 81 exemplaires. Que vaut cette fille de F1? Séquence, nos limites. C'était l'une des vedettes du mondial de Paris, la voici à l'essai. Que vaut la Fiat 500X, le nouveau petit SUV urbain? Peut-elle faire vaciller la star, la Renault Capture? Essai. À Automoto, on adore vous faire découvrir des petites merveilles. Grand format chez un préparateur anglais hors du commun, Eagle. Ah regardez, c'est mieux qu'un tableau de Michel-Ange. Son dernier modèle est incroyable, S, la plus belle voiture au monde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Lille pour une émission extraordinaire. Regardez, écoutez cette ambiance. Nous sommes au stade Pierre-Mauroy qui accueille pour la première fois l'événement, le Supercross de Paris-Lille. Une discipline aussi spectaculaire que dangereuse, on en a des frissons ici. Le public ne s'y est pas trompé puisque le stade affichait complet un mois à l'avance. Au total, 22 000 personnes sont présentes pour assister à un grand show à l'américaine qui est aussi une compétition de très haut niveau. Camille Chignac revient sur le phénomène Supercross dans le plein phare de la semaine. S'il y a bien un Français qui connaît le phénomène Supercross, c'est lui. Jean-Michel Bayle est un pionnier, premier Européen vainqueur à Bercy, premier Européen à avoir remporté en 91 le championnat américain, le plus relevé au monde. C'est un des sports à moteur donc, qui est le plus populaire aux États-Unis. Tous les stades sont quasiment pleins, donc c'est 70 000 personnes à chaque fois. Il y a 18 épreuves de championnat. Voilà, c'est un vrai gros championnat. Le championnat américain, ça reste, voilà, c'est la NBA du motocross. Des courses dans une arène au plus près du public, c'est avec cette idée que le Supercross naît dans les années 70 aux États-Unis. C'est ainsi qu'il est importé dès 1984 à Bercy et aujourd'hui à Lille, sous la forme d'un grand show à l'américaine. Car c'est bien de l'autre côté de l'Atlantique que ce sport est roi. Alors, aux abords du grand stade de Lille, il y a foule pour approcher les pilotes qui ont fait le voyage. Barbe et bonnet, Justin Barcia, 22 ans, fait fureur. C'est l'un des meilleurs pilotes de Supercross au monde. 2 fois vainqueur de l'édition française, pour lui, ce rendez-vous a un côté dépaysant. Il n'y a aucune comparaison possible entre le Supercross ici et aux US. Les pistes sont beaucoup plus étroites, la boue est très collante. Tout ça, c'est très stimulant et les fans ici sont vraiment plus chauds qu'aux États-Unis. Malgré toute leur bonne volonté chauvine, les fans n'ont pas vraiment le choix au jeu des pronostics. Les Américains sont toujours les meilleurs. Tomac et puis Barcia sont forts. Après, troisième, c'est assez ouvert quand même. Il a Tomac et Barcia. Moi, c'est Malcolm Stewart. Non, c'est du Tomac. Eli Tomac. Ah, Eli Tomac. 9 heures de route pour venir voir ça. Tout le monde devrait se mettre à ce sport au lieu de faire du foot ou de la merde comme ça. Mais bon, nous, on est à fond dedans, on adore ça. En piste, les Français possèdent des armes pour se défendre. Des pilotes talentueux, expérimentés ou prometteurs, la France est la deuxième nation en motocross. Thomas Do n'a que 17 ans, il concourt dans la catégorie SX2, celle des 250. Pour sa première participation au Supercross de Paris-Lille, ses parents ont traversé la France en camping-car. Cette compétition permet à Thomas de se plonger dans le grand bain et d'en profiter. C'est prestigieux, il y a de bons pilotes, surtout en catégorie 450, il y a des Américains. C'est une course mythique, ancrée dans le calendrier de l'année, et donc du coup, c'est vraiment la course de l'année en Supercross, la référence en tout cas. Bilan pour Thomas, 4 podiums en 4 courses et déjà l'esprit Supercross. Est-ce que le public est chaud ? L'ambiance, c'est l'une des clés du succès de cet événement. Alors, il y a quelques années, les organisateurs ont eu une idée inédite, inviter le freestyle motocross. Discipline spectaculaire et de plus en plus professionnelle, le freestyle s'est doté d'un championnat du monde très sérieux dans des lieux exceptionnels, les X-Fighters. Cette année, le meilleur fou furieux de la planète s'appelle Josh Sheehan et il est venu s'amuser à Lille.
Vous savez, les X-Fighters, c'est une compétition stressante. Il faut sans cesse se renouveler. Ici, il faut juste s'éclater avec ses amis, profiter de l'endroit et du public. Ça ressemble un peu à des vacances. En show, on peut s'arrêter, on peut aller jouer avec le public, essayer de faire chauffer un peu la foule. Et plus le public est chaud, plus nous on répond présent, plus on est motivé. Et donc après, forcément que ça aide à faire les grosses figures. Et pour le spectacle, certains pilotes partagent leur talent caché. C'est aussi ça le phénomène Supercross. J'ai une chance exceptionnelle. Je suis sur la piste du Supercross de Lille, une piste fabriquée en 5 jours avec, regardez, 5500 tonnes de terre. Et pour nous la faire découvrir, le champion du monde, il est français. Il s'appelle Jordi Tixier. On a beaucoup de chance. Jordi, comment elle est cette piste du Supercross de Lille? Eh ben, les premières impressions sont vraiment bonnes. C'est vrai qu'on a déménagé ici. Avant, ça se passait à Paris-Bercy. Donc voilà, le terrain est plus grand, donc bien sûr les obstacles plus espacés et plus de vitesse. Donc, pour plus de spectacles. Exactement, et pour les pilotes, beaucoup plus de plaisir. Eh ben c'est parti, vous allez nous la faire découvrir? Pas de souci, merci. Allez, votre terrain de jeu, on regarde Jordi Tixier. La piste mesure 550 mètres. Les meilleurs pilotes l'avalent en moins de 40 secondes à près de 53 km/h. Là, sur un virage dans le sable. Un pain de sucre, dans le sable aussi. La clé du succès, n'être pratiquement jamais assis. Les bras et les jambes travaillent énormément. Un autre gros double, suivi d'une courbe à gauche, avec un enchaînement. Et là, une grosse série de hoops. Les hoops, voilà la signature du Supercross. Une série de bosses qu'il faut survoler, ne pas sauter haut, mais le plus loin possible, pour négocier au mieux chaque virage, là où se fait la différence. Hop, un virage à gauche. Un autre virage à gauche avec un petit double. Putain, c'est chaud de parler en même temps. Jordi continue d'apprendre la piste et si vous aimez les émotions fortes ici à Lille, vous allez les aimer également sur la piste du Castellet avec la LF1. C'est une version spéciale de la Lotus Exige créée à l'occasion des 81 victoires de la célèbre écurie de Formule 1. C'est la séquence No Limit de Jérôme Barquenière. Dans le monde automobile, la voiture qui cristallise tous les fantasmes, c'est la Formule 1. Tout ce qui permet de s'en rapprocher peut provoquer des frissons de plaisir. La très exclusive Lotus LF1 a ce pouvoir. Le secret de la LF1, il est là. Dans mon dos, V6, compressé, 350 chevaux. Et il adore chanter. Ça, c'est du caractère. Le panard. Alors c'est sûr, on est loin des chiffres de puissance d'une Formule 1 moderne de près de 800 chevaux. Mais il y a dans cette Lotus une indéniable parenté avec la prestigieuse monoplace. Et pour cause. La LF1 est une série limitée, 81 exemplaires. Autant que le nombre de victoires de l'écurie Lotus dans le championnat du monde de Formule 1 en 40 ans. Le modèle de la LF1, c'est donc elle, dans les paddocks, la Formule 1 Lotus Renault de Romain Grosjean. En fait, l'objectif est double. Le premier, c'est de vraiment créer cette filiation avec Lotus F1 Team et l'histoire de Lotus en Formule 1, d'où des couleurs qui se rapprochent effectivement des couleurs actuelles de l'équipe et des couleurs historiques du team Lotus. Et puis, un deuxième objectif qui est également, en fait, de favoriser l'exploitation au circuit de la voiture. C'est une voiture qu'on peut utiliser au quotidien sur les routes, mais ça, on va dire, son utilisation principale, elle est vraiment orientée piste, circuit, pour se faire plaisir. Pour le look, c'est tout vu. On retrouve les couleurs fétiches de l'écurie. Le noir, le rouge et l'or un petit peu partout, et notamment sur les jantes. 17 pouces à l'avant, 18 à l'arrière avec des pneumatiques spécialement développés pour le circuit. On l'a vu, le V6 3,5 litres suralimenté offre la même puissance qu'une Exige S classique, 350 chevaux. À bord, du noir et de l'or toujours,
seule concession faite au confort, les magnifiques baquets en cuir. Pour le reste, c'est du brut et ça sent bon le sport. Et justement, que vaut notre LF1 face à une F1 sur un petit départ lancé? La LF1 passe de 0 à 100 km/h en 3 secondes 8, un temps record pour une auto de cette puissance. Mais la Formule 1 est beaucoup plus forte, seulement 2 secondes et des poussières. On est dans un autre univers. Ça, c'est joué à ça. Bon, après une déculottée pareille, mais logique, on pourrait être déçu par cette LF1. Eh bien, pas du tout. Maintenant, on est dans des conditions cataclysmiques. La piste est détrempée. Mais allez essayer de faire ça avec une Formule 1. Grâce à sa très bonne répartition des masses, la LF1 est facile à pousser dans ses retranchements. C'est une voiture très efficace et très attachante. Son prix, 79 000 € l'exemplaire quand même. Mais attention, il n'en reste que 5 disponibles sur les 81 qui seront produits. Si vous avez les moyens, foncez. On vous l'a dit, c'est un très bon moyen de se donner des frissons de plaisir. Le Supercross de Paris-Lille, c'est aussi du freestyle avec des figures extraordinaires. Ici, se sont donné rendez-vous les meilleurs spécialistes de la planète, à commencer par l'Australien Josh Sheehan, mais aussi le Suisse Matt Rebo, que l'on rencontrera dans une poignée de minutes. Restez avec nous, à tout de suite. C'était l'une des vedettes du mondial de Paris. La voici à l'essai. Que vaut la Fiat 500X, le nouveau petit SUV urbain? Peut-elle faire vaciller la star, la Renault Captur? Essai. À Automoto, on adore vous faire découvrir des petites merveilles. Grand format chez un préparateur anglais hors du commun, Eagle. Ah, regardez, c'est mieux qu'un tableau de Michel-Ange. Son dernier modèle est incroyable. Est-ce la plus belle voiture au monde? Toujours à Lille, toujours au stade Pierre-Mauroy pour le Supercross. Cette discipline aussi spectaculaire que dangereuse. Nous sommes à une poignée de minutes du départ de la course avec Jordi Tixier. Il est français, il est champion du monde. Vous êtes en pleine préparation. Comment on se sent à quelques minutes du départ d'une course? Bien sûr, un petit peu de stress. Après, c'est quand même une course différente des autres. Je veux dire, ici, on est là pour s'amuser et passer un super bon moment. Le danger, ça fait partie de votre quotidien. Qui a le plus peur, vous ou vos parents? Je pense plus mes parents que moi. C'est vrai que plus on monte de niveau et plus on va vite et plus c'est stressant pour mes parents. Après, moi, j'ai toujours un petit coup de stress, un petit peu de peur. Mais bon, je pense que c'est ça qui fait l'adrénaline de nos sports et c'est ça qui fait qu'on continue à faire ça et voilà, qu'on se fait plaisir. Le supercross comme le freestyle restent des disciplines à risque. Les accidents sont légion, fractures, chutes, traumatismes, voire pire. L'an dernier, un pilote de freestyle japonais a même trouvé la mort. Juste un petit mot sur vos protections. C'est quoi exactement? C'est du carbone? C'est des genouillères faits sur mesure par Ortema en carbone pour que ça soit le plus léger possible. Et voilà. Les genoux, c'est ce qui craint le plus? Quand tu te fais mal à un genou, c'est 6-7 mois avant de remonter sur la moto. Donc toute la saison est finie et impossible de remonter avant. Donc voilà, on essaye de se protéger au maximum pour éviter la blessure. Allez, je vous mets pas en retard, je vous laisse vous préparer et on se retrouve sur la piste. Merci beaucoup. Pour mesurer l'effort des pilotes, rien de tel que ce petit test. Avec ce cardio-fréquence-mètre, notre cobaye, Dylan Ferrandis, 4e du dernier championnat du monde, au repos, son cœur bat à 60 pulsations par minute. Ferrandis, dossard 4, à droite, kick sa moto, son cœur monte à 130. Nous sommes sur la piste juste à côté des motos et j'ai l'immense honneur de donner le départ de cette course
l'ascension est à son comble. J'ai très peur, mais certainement moins qu'eux. Allez, c'est parti dans une poignée de secondes. Au départ, Ferrandis est à 160 pulsations minutes. 5, 4, 3, 2, 1... C'est parti pour 11 à 12 minutes à fond, aucun répit. La cadence est infernale, le cœur est soumis à un gros rythme, 180 pulsations par minute et très rapidement un maximum de 190 est atteint. Ferrandis, comme tous ses pilotes, est un sportif accompli. Et Ferrandis qui est là, qui va attaquer Stewart. Ferrandis qui attaque Stewart. Ferrandis qui passe Stewart. Ferrandis quittera Lille à une honorable 8e place, loin derrière le roi de cette manche de Supercross, l'américain Elie Tomac. C'est impressionnant, mais on va se remettre de nos émotions en partant à la découverte de la 500X. C'est la version mini SUV du modèle fétiche de Fiat. Et oui, c'est un segment qui cartonne. On voit partout dans les rues des Renault Captur, des Nissan Juke ou encore des Peugeot 2008. C'est l'essai de la semaine, direction les routes turinoises avec Jérôme Barconnière. Cette voiture, on pourrait l'appeler l'ambitieuse. Car si les prévisions de Fiat s'avèrent justes, la 500X doit très rapidement devenir la voiture la plus vendue du constructeur italien. Et pour ça, Fiat veut en faire une voiture internationale et la vendre dans plus de 100 pays dans le monde. Ouais, ça fait beaucoup. Mais on le sait, plaire à tout le monde, c'est difficile. On va voir quelle est la recette de Fiat pour vous séduire. Fiat a donc baptisé son SUV urbain 500X. Mais il pourrait tout autant s'appeler Jeep Renegade. Les deux voitures ne se ressemblent pas, mais elles partagent la même base technique, car Fiat et Jeep font partie du même groupe, Fiat Chrysler Automobile, le 7e mondial. La 500X capitalise à fond sur l'appellation 500, mais elle n'a plus grand-chose à voir avec le petit pot de yaourt des années 50. Après la nouvelle 500 et la 500L, la 500X fait 4,25 m. C'est plus que ses petites copines de jeu, le Renault Captur, 4,12 m, le Nissan Juke, 4,14 m, ou encore le Peugeot 2008, 4,16 m. Bref, c'est un joli bébé. Et forcément, quand on est gros comme ça présente quelques avantages, comme un coffre immense. Ah bah non, sauf que là, il ne fait que 350 litres, c'est correct. Sans plus, la concurrence, elle, fait au moins aussi bien. Et c'est une petite déception sur ce 500X. Le style intérieur reprend l'univers agréable de la 500. Et puis on peut le dire, la mauvaise réputation de Fiat en matière de qualité s'est bien terminée. Cet habitacle est l'un des mieux finis du segment. Il y a des rangements un peu partout. Pour les familles, c'est quelque chose d'indispensable. À l'arrière, enfin, il y a de l'espace pour tous les gabarits. Ils sont là, les centimètres supplémentaires. Elle est bien pensée, cette 500X. À son lancement début 2015, elle sera disponible avec 4 motorisations. 2 diesel, 120 et 140 chevaux, et 2 essences, 110 et 140 chevaux. C'est cette dernière version que nous avons testée sur les petites routes exigeantes des Alpes. Mais notre 500X a la pression. Les Peugeot 2008 et Renault Captur ont vraiment mis la barre très haute en matière de comportement. Alors, qu'est-ce qu'elle donne ? Eh ben, elle est pas mal du tout. Bon, on en prend quand même un petit peu plein le dos, les suspensions sont raides. On en prend aussi un petit peu dans les oreilles, le moteur pour être plus silencieux. Mais en termes de comportement, la voiture tangue à peine dans les virages. On est vraiment très près des références de la catégorie. Sur ce point, Fiat a vraiment réalisé une belle performance. Et la 500X ajoute à cela des équipements de sécurité inédits sur une Fiat de ce segment et auxquels même certaines de ses concurrentes n'ont pas accès. Il y a le régulateur de vitesse adaptatif qui maintient la distance de sécurité avec le véhicule qui vous précède, l'alerte de franchissement de ligne, le détecteur d'angle mort ou encore l'assistance au freinage d'urgence. Bref, ça s'appelle une belle remise à niveau technologique. Mais le plus important, c'est quand même l'argent. Est-elle chère, cette 500X ? Comptez 15 900 € pour sa version d'entrée de gamme, c'est dans la moyenne du segment.
Notre version Lounge assez haut de gamme coûte, elle, 25 790 €. Et là encore, elle n'a pas à rougir face à ses rivales, loin de là. C'est donc la bonne surprise de Fiat. En résumé, la 500X nous a vraiment séduit par son style, surtout à l'intérieur, son comportement efficace et ses tarifs abordables. Elle nous a déçus en revanche par son volume de coffre un peu juste pour son gabarit et ses suspensions raides. Mais Capture, 2008 et Juke ont bien du souci à se faire, car la 500X est vraiment à la hauteur des énormes ambitions de Fiat. Freestyle, c'est ça, la discipline la plus spectaculaire de ce week-end à Lille. Pour réaliser ces sauts, il faut obligatoirement une rampe comme celle-ci. Et pour en parler, un des spécialistes freestyle, Matt Rebaud. Matt, elle est impressionnante cette rampe, elle paraît pas large. Donc la rampe fait à peu près 1,20 m de large. Le saut complet fait 23 mètres. Et la hauteur La hauteur, on a à peu près une quinzaine de mètres de haut. La rampe se finit à peu près à 45 degrés. Voilà. Les chiffres. Technicité. Et alors cette moto avec laquelle vous roulez, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ses spécificités? Elle est modifiée, j'imagine. Voilà, elle est modifiée pour le freestyle. C'est une KTM 354 tons. Un des grosses modifications, il y a le trou qu'on peut voir en dessous de la selle. Ça, c'est pour tout ce qui est figure Superman Seat Grab. Donc ça veut dire que je saute, je m'accroche à la selle et je fais un Superman et je reviens sur la moto. Et à l'avant? À l'avant, on a l'amortisseur de direction. C'est cette pièce ici qui permet en fait de lâcher les mains et que le guidon reste droit. Okay. Voilà. Aussi, autre truc super important au freestyle, c'est les super flip level, on appelle ça. C'est disons que quand on fait un backflip, vu que la moto est plus lourde que nous, elle a tendance à tourner plus rapidement. Donc en fait, ça nous permet de rester avec la moto quand on fait une figure et qu'on n'a plus les pieds sur la moto. Et ça, vous pouvez nous le montrer là, maintenant, tout de suite? C'est clair. Ah bah c'est parti. On est go. Allez. On traverse la Manche à présent pour rejoindre le sud de l'Angleterre. Vous le savez, à Automoto, on adore vous présenter des génies, des passionnés qui fabriquent de véritables bijoux sur 4 roues. Et bien voici Eagle qui redonne vie à sa façon aux fabuleuses Jaguar Type E. C'est le grand format de Jean-Pierre Gagic. Vous le savez, à Automoto, on adore vous faire découvrir des génies, des passionnés qui fabriquent de petites merveilles sur 4 roues. Direction le sud de l'Angleterre, chez le préparateur Eagle, qui redonne vie à sa façon aux fabuleuses Jaguar Type E. Difficile d'imaginer que dans ce coin perdu de la campagne anglaise, que nous garderons secret, un petit préparateur qui tient à sa discrétion et à son calme, construit les plus belles voitures du monde. Elle s'appelle Eagle Speedster. C'est une interprétation moderne de la sublissime Jaguar Type E cabriolet des années 60. Un miracle stylistique sur 4 roues qui va très vite. Et voilà la symphonie du 6 cylindres en ligne sous cet interminable capot. Un moteur de 350 chevaux qui envoie la bestiole jusqu'à 273 km/h. 0 à 100, 5 secondes. Mais le plus incroyable, c'est le poids de cette voiture tout en aluminium, seulement 1000 kg. Imaginez, c'est à peine plus qu'une Renault Twingo. À conduire, c'est un kart. À regarder, c'est mieux qu'un tableau de Michel-Ange. Si vous vous demandiez quel était le meilleur cabriolet au monde,
Ne cherchez plus. Le Speedster est une commande d'un riche client qui voulait que sa type E cabriolet ne ressemble à aucune autre. Une pure merveille. They asked me how I knew my true love was true. Alors c'est vrai, Eagle a touché aux sacro-saintes lignes de la type E pour rendre le dessin plus moderne. Mais vu le résultat, difficile de crier au sacrilège. Cannot be denied. Mais alors, qui fabrique ces engins? Nous sommes chez Eagle. Eagle, c'est depuis 25 ans le meilleur spécialiste de type E sur cette planète. En 1990, ce n'était qu'un simple restaurateur de voitures anglaises. Mais au fil des désirs des clients, cette équipe d'une vingtaine de personnes a commencé à améliorer les types E. Moteur, intérieur, châssis et même carrosserie, en préservant au maximum les pièces originales, au rythme d'une voiture par mois, avec toujours le même point de départ, une type E d'époque. Pourquoi? Le processus commence toujours avec une ancienne type E. On ne crée pas, on ne construit pas de nouvelles voitures. On restaure d'anciennes voitures. On prend les types E originels pour les rendre meilleurs. On garde le maximum de pièces originelles. Mais parfois, les clients veulent des améliorations. Comme ces suspensions, par exemple, faites sur mesure pour nous, et qui sont les meilleures du monde. Niveau mécanique, le traditionnel 6 cylindres en acier laisse en général place au même moteur, mais en aluminium, plus léger, plus musclé et plus agréable au quotidien. Avec le Speedster, Eagle s'est attaqué aux lignes de la type E, en modifiant ce design si emblématique. Certains ont crié au blasphème. C'est vrai, ce sont des lignes quasi sacrées. On était vraiment nerveux à l'idée de les toucher. Et on s'est dit, faut-il vraiment le faire, car cette type E est si belle. Mais au final, Ian Callum, le responsable design de Jaguar, a dit dans un magazine qu'il aimait beaucoup cette voiture, et que s'il devait dessiner la type E aujourd'hui, elle ressemblerait au Speedster. Pour nous, c'est tout simplement fantastique. Alors oui, le Speedster est une merveille pour les yeux, mais chez Eagle, on a encore mieux. Voici la Low Drag GT, réminiscence d'un prototype de course que Jaguar a sorti dans les années 60. La base est toujours celle d'une type E, mais il faut ensuite aux hommes d'Eagle entre 6 et 8 000 heures de travail pour redessiner et donner vie à la Low Drag avec cette incroyable peinture façon chrome. Et cette voiture n'aurait jamais dû être vendue. Effectivement, c'était juste un projet. Puis un jour, un de nos clients a vu cette carrosserie en cours d'élaboration. On lui a expliqué ce que c'était et il a dit « J'en veux une ». Et effectivement, au volant, on se retrouve au paradis. En fait, la Low Drag GT réunit le meilleur des deux mondes. On retrouve toutes les sensations de conduite uniques des voitures anciennes, le toucher de route, le bruit du moteur, l'odeur de la voiture bien évidemment, avec tout ce que l'automobile moderne peut vous apporter de confortable et d'agréable. Des freins tout d'abord, la clim, la direction assistée. C'est une voiture unique en son genre. On est quand même vraiment pas loin de ce que pourrait être la perfection automobile. C'est... Bon, on a trouvé un défaut à ces voitures. Le prix, bien sûr, 650 000 € pour le Speedster, 800 000
pour la Low Drag GT. Et il faut s'armer de patience. Le propriétaire de celle-ci l'attend depuis 4 ans. Profitons donc encore quelques instants de 2 des plus belles voitures du monde. Voilà, Automoto, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve avec grand plaisir dimanche prochain. Tout de suite, c'est Téléfoot avec les équipes de Christian Jean-Pierre. Bon dimanche à tous.